La parole est à Monsieur Thierry Robert du groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc nous sommes invités à examiner en seconde lecture le projet de loi de finances rectificative pour 2012 pour que le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui a voté en première lecture au sein de notre Assemblée. Ce collectif budgétaire comporte des mesures contre la fraude fiscale, mais également des ajustements budgétaires de plusieurs milliards pour des mouvements de crédit neutres sur le plafond des dépenses et pensions. Je salue d'ores et déjà le fait que le dépassement prévisionnel des prélèvements sur recettes à hauteur de 70 millions d'euros ait été compensé à partir d'économies nettes sur les crédits des ministères. En tant que démocrate, j'accorde une importance toute particulière à la sobriété dans le fonctionnement de l'État. Mais aujourd'hui, tout budget présenté devant notre Assemblée doit être axé prioritairement sur la lutte contre le chômage, qui ne cesse de faire des ravages aussi bien dans les territoires de la France d'outre-mer que dans ceux de la France hexagonale. Oui, je tiens à rappeler que la France d'outre-mer ne doit pas être ignorée des dispositifs de soutien à la création de richesses et d'emplois. En effet, la vie chère et le chômage, associés à la détresse sociale que nos compatriotes ultramarins risquent à nouveau de provoquer des révoltes populaires sur ces territoires. J'ai à ce titre et à plusieurs reprises informé le président de la République de ces risques, en particulier à La Réunion, mais j'y reviendrai plus tard. Dans le cadre de ce collectif budgétaire, nous, législateurs, devons tout faire pour agir face au déficit abyssal et au chômage croissant. Mais encore faut-il le faire avec patience, intelligence et concertation entre l'exécutif et le Parlement. Comme l'a rappelé mon collègue et président du groupe, Roger Gérard Schwarzenberg, lors de la discussion générale en première lecture de ce collectif budgétaire, le gouvernement a introduit in extremis 2 amendements à son propre projet de loi, amendement portant création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Cette méthode a 3 inconvénients. 1. L'obligation pour le Parlement à statuer à la hâte sur des dispositions complexes sans avoir eu le temps de les examiner en profondeur. 2. L'absence de consultation préalable du Conseil d'État puisqu'il s'agit d'amendements. Et enfin, l'absence, pour la même raison, d'études d'impact et de véritables exposés des motifs qui ont été remplacés par des exposés sommaires alors que l'enjeu est de très grande importance. On peut certes adhérer au dicton « travail vite fait, bien fait », mais cela ne doit pas s'appliquer au travail du législateur. En effet, depuis le début de cette législature, nous subissons des injonctions de l'urgence de la part de l'exécutif pour assister finalement au rejet de plusieurs de ces textes, soit par le Conseil constitutionnel, soit par la Haute Assemblée. Tout ça pour ça, me direz-vous. Passons sur la méthode contestable pour nous concentrer sur le fond. Je remercie le gouvernement d'avoir accepté que soient intégrés certains sous-amendements d'objets analogues, qu'ils aient été présentés par le groupe RDP ou le groupe SRC, et en particulier le sous-amendement faisant obligation aux entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt de rendre compte de son utilisation dans un rapport annexé à leur compte annuel. Tout cela va dans le bon sens, mais il faudrait également que notre effort national se dirige vers les entreprises qui maintiennent l'emploi, embauchent ou renforcent le pouvoir d'achat de leurs salariés. C'est le sens de l'amendement qu'a proposé notre collègue Jean-Noël Carpentier. Il n'en demeure pas moins que ce collectif budgétaire ne répond pas véritablement aux urgences du volet social que les collectivités, et en particulier les conseillers généraux, doivent assumer, alors que le coût des allocations de solidarité ne cesse de s'accroître. J'en viens justement à l'article 17 du PLFR, rajouté sous forme d'amendement additionnel par le gouvernement. Si la signature en octobre dernier
d'une déclaration d'engagement réciproque entre une délégation de présidents de conseils généraux et le président de la République était tout à fait louable. L'issue de cette démarche ne l'est pas. Les 2 premiers engagements du gouvernement devaient répondre à l'urgence, maintes fois signalée par les présidents des assemblées départementales, de revoir le dispositif de financement des allocations de solidarité versées par les départements au titre du RSA, de l'allocation personnalisée d'autonomie APA et de la prestation de compensation du handicap PCH. Le premier de ces engagements tient dans l'annonce faite par l'État d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place, à compter de 2014, de ressources pérennes et suffisantes permettant aux départements de faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement de ces 3 allocations individuelles de solidarité dont la loi leur confie la charge. Le second engagement prévoit la mise en place par l'État, et ce, dès le début 2013, d'un fonds spécifique de 170 millions d'euros pour mieux soutenir le financement des missions de solidarité par les départements les plus exposés à des tensions financières. Un amendement du gouvernement est donc venu répartir ce fonds exceptionnel de 170 millions d'euros sans réelle consultation des départements concernés. Ainsi, c'est sous forme d'une quote-part à la première section de ce fonds, dotée de 85 millions, que les départements d'outre-mer devront essayer de subvenir aux aides pour les bénéficiaires des allocations de solidarité. Je vois donc 2 injustices ici. La première est que les départements d'outre-mer doivent faire face à un grand nombre considérablement plus important de personnes dans le besoin que les autres départements français. Les chiffres le prouvent. Pour le seul Conseil général de La Réunion que je cite, l'évolution attendue des allocations de solidarité pour 2013 va créer une charge supplémentaire évaluée à plus de 50 millions d'euros. Au regard notamment du taux de chômage record que connaît notre île dans l'ensemble national. Dans le même temps, le montant de la quote-part de la taxe nationale sur les produits énergétiques reçue à titre de principale compensation lors du transfert de ces charges n'a pas évolué depuis le transfert du RMI intervenu en 2004. Comme vous pouvez le voir, ce supplément de charges pour un seul département représente déjà près de 30% de l'enveloppe nationale de ce fonds de soutien. Je ne demande pas que 30% du fonds soit attribué aux départements d'outre-mer, mais je considère que l'État aurait pu au minimum rectifier les modalités de calcul de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer dans le sens d'une plus juste compensation. La deuxième injustice est, selon moi, le fait que vous n'avez pas souhaité intégrer les départements ultramarins à la répartition de droits communs. Comme je l'ai déjà signalé, les départements d'outre-mer ont vu, au cours des dernières années, leurs compétences évoluer juridiquement dans les mêmes conditions que les départements de l'Hexagone, et cela sans les dispositions spécifiques en termes de compensation auxquelles ils auraient pu prétendre, en raison notamment du poids plus élevé en France d'outre-mer que sur le territoire métropolitain, des transferts de compétences opérés, notamment au titre des allocations de solidarité. Les départements ultramarins assument leurs charges au même titre que les départements de l'Hexagone. Il n'est donc pas normal que le gouvernement puisse choisir, à l'occasion de la création d'un mécanisme de compensation exceptionnel, de traiter les départements différemment et de refuser l'application du droit commun pour ces départements d'outre-mer. Je déplore donc cette attitude qui se veut soi-disant équitable et juste, mais qui ne met pas en adéquation ses paroles et ses actes. Bien que le texte présente des avancées pour l'emploi et la compétitivité, une étude approfondie du sujet aurait permis des avancées plus importantes et pérennes pour lutter contre le chômage et renforcer la compétitivité des entreprises. Pour conclure, je souhaite revenir sur la conduite de la politique générale de relance de la compétitivité et de l'emploi du gouvernement. Je suis un fervent partisan de la relance de notre compétitivité à travers le dispositif du Produire en France, qui consisterait, entre autres, à la création d'un label indépendant sur la provenance ou la part
française des produits achetés par les consommateurs. Cette voie me semble être la bonne et doit inspirer en permanence l'action du gouvernement. J'adresse enfin ce message à l'attention du Président de la République et du Premier ministre. N'ayez pas peur de réformer, ne craignez pas de heurter celles et ceux qui, dans la majorité présidentielle ou gouvernementale, défendent des doctrines, dans certains cas dépassées, qui n'apportent pas les vraies réponses aux maux qui affectent nos territoires en Outre-mer et dans l'Hexagone. Réformez donc avec courage, soutenez les plus faibles à travers les départements et l'ensemble des collectivités qui agissent dans l'urgence sociale, relancez la création d'entreprises, la production et l'exportation française, la création d'emplois dans le secteur marchand, et alors vous aurez accompli la plus grande partie du long chemin à faire pour sauver notre pays. Je vous remercie. Merci.